Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui, à notre webinaire qui est spécialement, dédié au hackathon. Alors je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je suis Peggy Leplat, adjointe à la direction de l'innovation des Hospices civils de Lyon. Alors vous allez voir, au cours de cette présentation, pour, les non habitués, l'innovation est un peu truffée de mots jargonnés comme hackathon. Alors qu'est-ce qu'un hackathon pour ceux qui ne connaissent pas? Rapidement, c'est, quand on cherche un peu, c'est la fusion entre le terme hacker et le terme marathon. Grosso modo, mais vous aurez toutes les explications tout à l'heure, c'est une sorte de compétition d'innovation où on a des participants qui se réunissent et pour générer des idées et concevoir des solutions et sur une période très courte. Donc le nôtre, celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, se tiendra sur, 2 jours et demi, donc du 14 au 16 février à Lyon. Il est co-organisé par pas mal d'acteurs, dont la métropole de Lyon et l'ARS. Et puis, c'est un hackathon qui sera l'occasion de travailler sur, 4 grandes thématiques et chacune de ces thématiques qui sont portées par des tiers-lieux du territoire, dont Platine, qui est un tiers-lieu en santé numérique, des Hospices civils de Lyon. Alors, tiers-lieu, c'est encore, du jargon de l'innovation, que Clément Leroux, qui est, responsable opérationnel de Platine, va vous expliquer dans quelques minutes. Ensuite, il sera suivi, de Gérald de Contet, qui est, fondateur de YouScare, la fabrique des usages en santé, et qui lui vous présentera de manière très concrète le déroulé de cet événement. On devrait ensuite accueillir le professeur Luc Thomas, qui, nous présentera son projet Hôpital at Home, qui est un projet issu d'un précédent hackathon, et qui vous permettra d'avoir un aperçu, du type d'idées qui peuvent émerger de ce type d'événement. Et puis ensuite, ce sera le temps des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau sur le chat. Donc soit on y répondra, entre chaque intervention, soit à la fin. Voilà, donc j'espère que c'est bon pour vous et si c'est le cas, Clément, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Peggy, si tout le monde m'entend, on est parti. Donc, enchanté, moi je suis Clément Leroux, donc je suis le responsable de la plateforme Platine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la direction de l'innovation des HL, on a 4 plateformes qui ont été mises en place avec pour but d'ouvrir les portes de l'hôpital aux structures innovantes, aux entreprises à l'extérieur. Et donc voilà, dans ces 4 plateformes qui ont été mises en place, hein, l'objectif c'est d'expérimenter en situation réelle des solutions innovantes pour être au plus près du besoin et répondre aux besoins de nos professionnels de santé. Et au sein de la direction d'innovation, donc on a 4 plateformes avec 4 expertises thématiques qui ont été mises en place. Une sur le numérique qui est Platine, une sur tout ce qui est données et IA, notamment d'imagerie et bientôt de biologie, qui s'appelle Colibri, une spécifique à la robotique qui s'appelle Station H, et une dernière sur l'impression 3D qui s'appelle Collab 3D. Donc toutes ces plateformes-là sont là pour accompagner les entreprises et accompagner nos professionnels pour ouvrir l'innovation mieux au sein des HCL. Donc Platine, c'est pour plateforme d'innovation environnement santé. Donc l'objectif, c'est se concentrer sur les solutions numériques en tant que tiers-lieu pour faire le lien aussi bien avec les structures de l'hôpital, de la médecine de ville, mais aussi du domicile. Donc vraiment accompagner toute cette dynamique-là sur l'ensemble du territoire et avec une spécificité qui est l'optimisation des parcours de soins non programmés. Donc, que ce soit la gestion de soins critiques, les urgences directement, mais assez globalement tout ce que ça encadre. Donc, comme l'a évoqué Peggy, on est tiers-lieu d'expérimentation, donc labellisé via France 2030. Les tiers-lieux d'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement qui n'est ni vraiment l'hôpital, ni vraiment une structure extérieure, qui se trouve un peu à la croisée de ces deux chemins, et qui a pour but d'avoir un peu un pied dans l'hôpital, un pied en lien avec les entreprises privées pour permettre de créer cette zone d'expérimentation et de confronter ces nouveaux usages, ces nouvelles solutions à la réalité du terrain. Donc, il y a eu en France, dans le cadre de l'appel à projet France 2030, plusieurs tiers-lieux qui ont été labellisés sur tout le territoire. Il y en a eu 3 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont on fait partie avec cette spécificité sur les soins non programmés et les urgences. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter de nouveaux outils, tester en conditions réelles des choses qui existent ou des nouvelles, et surtout évaluer l'impact de toute cette solution pour s'assurer que une solution qui a été testée, elle marche ou pas, et pour quelles raisons, et que ça puisse aussi servir aux autres établissements, aux autres entreprises pour améliorer les solutions et proposer au fil de l'eau les solutions les plus pertinentes au sein de nos environnements et de notre écosystème de santé. Donc nous, nos principales missions en tant que Platine, hein, c'est tout d'abord
d'identifier, de recueillir le besoin du terrain de nos professionnels de santé et de nos aidants via des séminaires, de l'idéation, des événements comme ce hackathon qu'on est en train d'organiser pour que les acteurs du terrain, la réalité du terrain puissent remonter ce dont ils ont vraiment besoin, les problématiques qu'ils rencontrent au jour de jour, tous les jours. À côté de ça, on essaye aussi d'accompagner avec des méthodes, des techniques reconnues d'évaluation, de conception pour promouvoir des outils qui se basent sur ces concepts qui sont maintenant éprouvés et qui améliorent l'usage et l'impact de ces solutions-là. Le tout avec notre environnement de santé, hein, que ce soit l'hôpital, comme je l'ai dit, les maisons de 101, les EHPAD, la ville, le patient seul à son domicile. Donc c'est vraiment d'essayer de croiser un peu tout ça et d'essayer de proposer les solutions les plus adaptées aux différentes filières, que ça concerne une thématique très particulière qui pourrait être l'organisation d'un service de soins ou de manière plus globale avec du suivi de patients à domicile, etc., etc. On est vraiment là pour essayer de trouver les bonnes thématiques et apporter une expertise sur cet environnement-là. Diapositive. Et on voit pas. Bon, ça ira. Voilà, ce que je lui disais, mais ce sera remis un peu plus loin. On a tout un membre. On a tout un nombre de partenaires sur le territoire, que ce soit les pôles de compétitivité pour identifier ces solutions innovantes via Lyon Biopôle, Minalogique, Pulsalis, en lien avec le SAS 69, qui est la structure qui coordonne les urgences, et tous les acteurs de la région, que ce soit la métropole, la région, le groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé, qui est le GCS SARA, l'INRIA, etc. Donc on essaye vraiment d'être un interlocuteur avec tous ces acteurs-là. Pour faire ces expérimentations, concrètement, hein, on a un ensemble de locaux simulés qui sont disponibles sur l'environnement de Lyon Sud et on se charge de rencontrer les différents professionnels au sein des établissements, de leur présenter la solution et de faire en sorte qu'ils puissent s'impliquer dans ces expérimentations avec un intéressement pour eux aussi. L'objectif, voilà, c'est vraiment d'accompagner, nous, les entreprises, que ce soit au tout début de la structure, hein, que ce soit étudier la faisabilité d'un projet sur une idée, une proposition qui est en train de se créer, qui n'est pas encore très structurée, mais qui voudrait déjà avoir un peu de retour sur les opportunités, les difficultés, les forces, les faiblesses. Donc ça, on peut accompagner dès ce moment-là. Et puis, tout au long du projet, que ce soit pour tester une première version auprès de nos professionnels, ou bien même aller plus loin et faire carrément une expérimentation dans un service des établissements pour confronter au monde réel sur une période plus ou moins longue des solutions à la réalité du terrain et améliorer ou pas. C'est le but de ces expérimentations, de tester la prise en charge, l'organisation d'un service, etc., etc. Donc, toutes ces démarches-là sont évidemment tracées, organisées, avec des retours qui sont faits de manière, avec des livrables administratifs qui sont mis en place à chaque fois. Et en parallèle de ça, donc notamment les deux structures que sont Colibri et Station H peuvent aussi apporter leur expertise, que ce soit pour la génération de bases de données, pour des entreprises qui voudraient créer des modèles d'IA ou faire des recherches sur des données assez massives. On peut les accompagner pour créer ces stocks de données validés par nos professionnels de santé. Et pour un aspect plus prototypage, création de dispositifs médicaux sur mesure, on a aussi cette plateforme Collab 3D qui a été certifiée il y a peu dispositif médical sur mesure classe 1, si je ne me trompe pas, qui va permettre de pouvoir imprimer des prototypes, voire même imprimer des dispositifs qui vont être utilisés dans le cadre de la prise en charge des patients. Donc, toute cette offre-là, ce sont les plateformes de la direction de l'innovation des HL qui ont été mises en place et qu'on essaye d'accompagner pour mettre en place une collaboration vertueuse, que ce soit avec les entreprises ou nos professionnels de santé. Donc voilà comment on se positionne aujourd'hui, hein. Donc on n'est pas vraiment dans l'écosystème de santé à proprement parler, on est un peu à la marge et en fait on est là pour vraiment créer le lien entre les entreprises innovantes qui font de la R&D, que ce soit des startups ou des grands groupes, hein, qui cherchent à mettre en place ces nouvelles solutions-là. On contractualise avec eux l'orientation et l'accompagnement qu'on veut mettre en place. On met en place avec notre établissement et l'écosystème de santé récupérer l'expertise en question pour évaluer ces solutions-là. Et on fait cette analyse pour leur faire un retour avec une capitalisation qui est mise en place permettant de revaloriser le temps passé par les équipes médicales, de structurer aussi notre structure et les structures équivalentes, et donc d'avoir une espèce de collaboration vertueuse qui permet au fil de l'eau d'améliorer tout l'écosystème de santé en dynamisant l'innovation, en garantissant qu'une innovation répond bien à un besoin et en permettant de la faire rentrer au plus tôt dans notre environnement de santé. Et pour finir, je vais vous présenter rapidement les deux projets qu'on est en train d'accompagner. Donc, le premier projet qui s'appelle Assist,
qui est justement un projet de déploiement et d'expérimentation d'une application mobile qui permet de mettre en avant des aides cognitives, donc tous les protocoles, tous les processus qu'on a tous vus dans nos entreprises en format papier, avec 5, 10, 15 pages qu'il faut suivre à la lettre, sont retranscrites dans une application, retravaillées pour favoriser l'acceptation et éviter les erreurs surtout. Et donc ce projet-là, c'est une solution qui va être déployée au sein du SAS 69 du SAMU. Donc, pour tous les patients qui vont appeler le 69, ils vont pouvoir se baser sur cet outil-là pour garantir une prise en charge optimum et s'assurer d'avoir recueilli l'ensemble des éléments nécessaires pour l'envoi des bons secours, notamment potentiellement les pompiers, des incarcérations ou des choses comme ça. Et en parallèle, ça va être déployé dans plusieurs EHPAD du territoire. Pour le moment, l'EHPAD Sainte-Camille, et on est en train d'identifier les deux suivantes, pour que eux aussi aient cet outil-là, avec une volonté à terme d'avoir des protocoles de gestion des situations d'urgence au sein des EHPAD, en lien avec le SAMU, pour orienter au mieux et faire monter en autonomie les structures d'EHPAD dans la prise en charge de leurs patients. Et n'orienter que les patients qu'ils nécessitent vraiment vers ces structures d'urgence, puisque dans certains cas, ça peut être relativement traumatisant pour eux et pas forcément nécessaire. Donc, on essaye de faire monter en compétence les deux équipes pour que ça se passe le mieux possible. Et ça devrait démarrer d'ici 15 jours sur les premiers usages au sein du SAMU 69. Le deuxième projet qu'on accompagne, le projet Fluence, donc le projet Fluence avec la société Superwise, qui est la mise en place d'un ensemble de capteurs et de passerelles pour permettre la géolocalisation des ressources au sein des urgences de la Croix-Rousse. Donc avec 3 phases qui vont se déployer. Le premier, c'est une géolocalisation du matériel, que ce soit les thermomètres, les électrocardiogrammes, le chariot de réa, pour qu'à n'importe quel moment, les ressources du service, les infirmiers, les aides-soignants puissent trouver cet équipement le plus rapidement possible sans avoir à faire 3 fois le tour du service. Dans une seconde phase, on aura une analyse des flux des professionnels de santé pour optimiser l'organisation et le placement des équipements au sein du service. Et une troisième phase qui permettra, si tout se passe bien, de géolocaliser les patients qui le souhaitent pour aussi analyser leurs flux, optimiser l'organisation et potentiellement faciliter leur prise en charge quand c'est le moment de les emmener à la radio ou autre. Donc là aussi, ce projet-là est en train de se déployer. La phase matérielle devrait démarrer sous très peu de temps. Et c'est ce que fait Platine au sein des HCL avec donc, ces gros projets-là et l'accompagnement de toutes les structures autres qui souhaiteraient faire expérimenter leurs projets, faire expérimenter des solutions dans les conditions réelles, avec une structuration qui permet de garantir un déploiement sur le long terme. J'ai fait ça relativement rapidement parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler du hackathon. Si vous avez des questions, je serai encore là à la fin pour en parler, n'hésitez pas. Et donc maintenant, je passe la main à Gérald Comté pour la partie suivante. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voulais juste peut-être me présenter. Donc, je suis engagé dans la dynamique du hackathon depuis quelques années et je vais assurer aujourd'hui d'une part la présentation de l'événement et puis vous convaincre de prendre part à cet événement et potentiellement aussi de porter un défi. Le mot défi va être un peu le fil conducteur de ma présentation. Je souhaitais remercier les Hospices civils de Lyon de nous permettre, en tant que collectif porté par la métropole et l'ARS, organisateur de l'événement, de nous permettre de faire cette présentation dans le cadre du webinaire. Donc le hackathon, c'est un nom un peu barbare, comme l'a dit Peggy en introduction. Je vais essayer de démystifier. L'idée en fait du hackathon, c'est avant tout un exercice de co-création, de créativité, qui est né il y a quelques années maintenant au sein d'un hôpital. Donc, là, on est au cœur des hospices civils. Le hackathon est né à Montréal, à l'hôpital Mère-Enfant Sainte-Justine, sur l'idée de se dire qu'à un moment donné, l'innovation, c'est bien sûr des grandes découvertes scientifiques, la mise au point d'un certain nombre de solutions médicamenteuses, mais c'est aussi une façon de re-questionner le quotidien des soins, de la santé. Et Hacking c'est né de cette idée d'apporter l'innovation au sein de l'hôpital, au sein du processus de soins, au sens large, dans l'idée d'apporter des solutions astucieuses dans cet environnement de la santé. Voilà pour, je dirais, en 2 mots, l'historique du nom. Hacking n'étant ici pas utilisé comme un nom, je dirais, enfin un mot, pardon, péjoratif, c'est-à-dire que hacker, c'est aussi détourner de son usage, c'est aussi de trouver des solutions astucieuses.
L'idée du hackathon, c'est un exercice qui va se dérouler sur 48 heures, sur un week-end. Donc, on vous l'a précisé, c'est le week-end du 14 février 2025. C'est assez concret puisque, en fait, l'objectif du hackathon, c'est de passer d'une idée à un prototype. Qui est un premier prototype. Hein. On est bien conscient que dans un hackathon, on ne peut pas aboutir à une solution complètement finalisée. Donc, un exercice de créativité qui a la particularité de se concentrer sur en tout cas en entrée de processus, comme on dit le vendredi soir, puisque ça commence toujours le vendredi soir, sur un défi concret je dirais même de la vie quotidienne, alors que ce soit la vie quotidienne d'un patient, la vie quotidienne d'un père aidant ou alors d'un soignant. On est tous confrontés à des problèmes, à des irritants. Eh bien, le hackathon, c'est un peu la façon d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de trouver des solutions. Alors, ça peut adresser un processus de soins, un processus clinique, ça peut aussi adresser l'expérience d'un patient, d'un aidant. Ça peut concerner la prévention, ça peut concerner le sanitaire, le médico-social, la fragilité des personnes d'une façon générale. Donc, on s'appuie avant tout sur des problèmes concrets qu'on va essayer de résoudre collectivement de façon pluridisciplinaire, puisque le principe de cet exercice, c'est qu'on agrège, je pourrais dire, autour d'un défi, une équipe pluridisciplinaire qui va apporter des compétences différentes. Donc, quand on dit pluridisciplinarité, ça veut dire déjà les personnes qui sont concernées, en tout cas ceux qui portent le défi, mais ça peut être aussi des gens qui sont plus à l'aise en matière de design, de technologie. Ça peut être également des gens qui ont une visibilité aussi sur la capacité de mieux intégrer la solution qui sera proposée dans la suite du développement, après le week-end en particulier. Voilà, c'est un moment un peu suspendu. Tous ceux qui ont déjà fait le hackathon, je suis sûr qu'il y en a autour de ce webinaire qui ont déjà participé. C'est un moment un peu suspendu. Je prends toujours l'image d'une épopée en montagne, une randonnée en montagne. C'est voilà, on part en équipe, on doit arriver au bout en équipe et on doit réaliser quelque chose et on doit essayer de passer outre ces différences, en tout cas cette capacité de mieux collaborer pour innover. Voilà. L'idée du hackathon, c'est avant tout 5 fondamentaux qui sont assez simples à comprendre. Vous savez, on n'innove jamais bien quand on n'a pas de contraintes. En l'occurrence ici, la contrainte, c'est le temps, puisque le hackathon, ça dure 48 heures. Ça commence le vendredi soir, en fin de journée. Ça se termine le dimanche après-midi par la présentation du prototype devant un jury. Donc, la contrainte temps, c'est quand même un vrai challenge. Donc, partir d'une idée, arriver à un prototype en 48 heures, c'est vraiment un point clé. J'en ai déjà parlé, donc je passerai plus vite. L'interdisciplinarité, parce qu'en fait, on innove bien quand on a réuni des compétences différentes avec des points de vue qui peuvent être différents, mais qui vont converger vers une solution. Ça s'appuie sur des problématiques ou des défis, des irritants concrets. Là aussi, je l'ai déjà évoqué, mais c'est vraiment un point très important. Et toute la première phase du hackathon, ça va être de re-questionner ce problème concret qui a été identifié. On va en reparler juste après parce que, comme je vous l'ai dit, une de mes missions dans cette présentation, c'est de vous convaincre de venir faire le hackathon ou de porter un défi que vous avez identifié dans votre quotidien. Ça doit permettre d'arriver aussi à des résultats tangibles. Vous savez, dans le processus d'innovation, c'est bien d'avoir des idées, mais c'est surtout important d'avoir construit quelque chose, avoir une solution, un prototype. Donc, les résultats tangibles, en l'occurrence, c'est un prototype. Je vous présenterai un exemple de prototype. La notion de prototype, elle est large. Hein. Ça peut être, quand on est sur un service, par exemple, ça ne va pas être obligatoirement un objet que vous allez réaliser, mais ça va être plutôt, on va dire, une mise en scène ou en tout cas une capacité de nous expliquer concrètement comment les choses vont se passer dans la vraie vie. Il faut aussi avoir un état d'esprit quand on fait un hackathon. Il faut avoir un esprit dit collaboratif, puisque la base de la dynamique, c'est avant tout la capacité à mobiliser toutes ces énergies pour aboutir collectivement à quelque chose. Et puis, l'autre sujet, c'est la créativité. Alors, il n'y a pas besoin que tout le monde soit créatif, parce que la créativité, ça s'apprend, ça s'entraîne.
Mais en fait, le processus qu'on va vous proposer de suivre pendant les 48 heures, puisque vous allez être guidé, va vous amener du coup à devenir créatif. Voilà. L'objet, en fait, c'est en fait de vous accompagner tout simplement dans un processus dit de co-création. Vous savez, on parle beaucoup de design thinking, etc. On va oublier temporairement ces mots pour revenir sur des aspects assez simples. Euh, En fait, la co-création, avant tout, c'est la capacité à déployer principalement trois grandes fonctions. La première, c'est l'exploration. Donc, explorer sa problématique, explorer les irritants. Ça, c'est vraiment une notion très importante pour essayer de trouver, on va dire, une bonne définition, de se faire à l'idée du besoin exact des personnes ou des situations dans lesquelles vous êtes engagé. La deuxième activité, on pourrait dire, clé du hackathon, c'est identifier une solution, donc en lien avec cette problématique, identifier une solution. Et puis le dernier point, c'est la conception du prototype, donc ce qu'on appelle préciser les choses. Hein. On a identifié une solution, on essaye de la préciser en la concevant, en créant cet objet ou ce service dans l'événement. Voilà. Donc ça, ce sont des notions importantes. Et puis, du coup, ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on va évoquer dans la fin de mon intervention, c'est-à-dire la capacité à identifier un défi. Comme vous l'avez bien compris sur ce schéma, le défi, il est à gauche, donc à côté d'explorer. Ça, c'est vraiment l'entrée du processus. C'est l'entrée d'ailleurs du hackathon. Le hackathon, ça commence par ce qu'on appelle le pitch, donc une façon de présenter son défi pendant un temps donné devant les futurs participants, puisque on va dire qu'il y a deux grandes catégories d'acteurs qui réalisent qui s'engagent dans le hackathon. C'est d'une part ceux qui portent les défis et d'autre part ceux qui participent, sachant que le porteur des défis est également un participant puisqu'il est la plupart du temps le chef d'équipe qui va s'engager sur ce chemin. Du coup, voilà, on nous demande toujours de nous donner des exemples de ce qui se passe dans un hackathon, quelles sont les réalisations. Donc là, c'est un exemple assez concret que certains d'entre vous connaissent sans doute, puisque c'est une société aujourd'hui constituée depuis quelques années. C'est la société Ludoker, en fait, qui était venue, alors pas en tant que société, en tant que projet, en 2016, dans le cadre du premier hackathon, avec une idée. Donc, c'était porté par un pharmacien qui s'était rendu compte que ce que vous constatez sans doute, puisque vous êtes des spécialistes de la santé, c'est que l'observance, donc le suivi du traitement par des patients, en particulier par des enfants, en particulier atteints d'asthme au domicile, était quand même une tâche assez ingrate et un peu compliquée pour eux. Et l'idée de Ludoker, c'est d'inventer en fait une solution qui est aujourd'hui commercialisée depuis 2021, qui facilite en fait la prise du traitement, l'éducation thérapeutique, les liens aussi entre les différents acteurs qui entourent l'enfant, donc les parents, les professionnels de santé, dans le but en fait de développer et de rechercher un meilleur contrôle de la pathologie, une stabilisation de ce traitement de fond. Vous savez que dans le cadre de l'asthme, ce sont des notions très importantes. Donc en fait, Ludoker, ils n'ont pas, enfin Ludoker, plutôt le porteur du projet avec son équipe n'a pas conçu ce que vous voyez à l'écran complètement, mais en tout cas, ils avaient donné le petit objet qui est là, ils avaient donné vraiment vie à cet objet. Ils avaient aussi réfléchi au modèle de transmission des données, le type d'applicatif qui pourrait être derrière, puisque le robot en question, qui s'appelle Joe, est contrôlé aujourd'hui par un applicatif qui permet de mettre en relation aussi l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc ils avaient vraiment fait l'exercice qu'on attend dans un hackathon. Ils étaient partis de la problématique et ils étaient allés jusqu'à la concrétisation en termes de réalisation. Voilà, ce sont des exemples, c'est un exemple, pardon. Je peux vous en donner d'autres éventuellement, puisque là, on parle beaucoup de technologie là, depuis le début de ce webinaire. Hier, on intervenait au Vinatier pour un autre événement dans le cadre du hackathon.
Et en l'occurrence, il y a eu une réalisation qui était un jeu de société pour permettre de faciliter la compréhension, l'inclusion des personnes en situation de fragilité mentale. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une façon aussi d'arriver à réaliser son action. Alors, voilà, on en a déjà parlé, mais le début de l'aventure du hackathon, c'est surtout identifier un défi, un irritant qu'on va essayer d'expliciter avec vous. Moi, je serai particulièrement en charge de vous aider à expliciter votre irritant et surtout le défi qui va être embarqué dans cette aventure. Donc, se préparer à porter un défi, c'est un rôle que vous pouvez endosser dans cette dynamique-là. Donc, vous allez être accompagné jusqu'au début de l'événement pour faire ça. Si vous n'êtes pas porteur de défi, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire le hackathon. Comme je l'ai précisé, vous pouvez devenir participant avec vos compétences. Il n'y a pas de compétences minimales, requises, etc. C'est vraiment une envie de faire avancer les choses. Vous allez être prêt, ça va vous permettre de collaborer dans une équipe, remettre en question certains points de vue que vous avez sur peut-être le sujet que vous avez choisi à travers les défis, et être prêt à vivre une expérience atypique, parce que ça reste une expérience atypique. Je passerai très rapidement avant de vous faire présenter un petit film de la dernière édition, mais globalement, en cette édition, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a mobilisé 3000 participants, 3000 personnes. Il y a une centaine de défis qui ont été proposés, une quarantaine de projets qui ont été primés. On dit primé parce qu'il y a un petit jury qui est plutôt bienveillant, mais qui vous ouvre aussi beaucoup de portes et qui vous accompagne potentiellement après dans la suite du processus. D'ailleurs, les tiers-lieux, en tout cas Platine, qui sont engagés, peuvent potentiellement jouer un rôle après en fonction de la thématique et du défi. Voilà, alors là, vous allez avoir, du coup, avant que ça se mette en place, le petit best-of de la dernière édition. La dernière édition, elle a eu lieu l'année dernière, à peu près à la même date, au CH du Minatier. On avait une quinzaine de défis. Et vous allez un petit peu vivre en une minute un peu ce qui se passe dans un hackathon. Voilà. Pour moi, c'est la première fois et je voulais vraiment découvrir le hackathon. C'est un événement quand même important sur Lyon. C'est un super événement, ça apporte aux personnes qui vont bénéficier des projets et ça apporte à ceux qui créent les projets parce que on apprend à se connaître, on apprend à travailler différemment et donc voilà, c'est génial pour toutes les parties impliquées. C'était hyper inspirant, motivant, un week-end de dingue. Innovant. Ça a phosphoré. On était à fond. Et on espère vraiment que le projet puisse aboutir. Et on croise les doigts, on va avoir un prix, on est sûr. On va gagner. On est extrêmement content de cette 7e édition. Plus globalement, on est content de 7 ans de hackathon à Lyon, initiative qui a été lancée en collaboration avec nos amis du Québec, Luc Sirois et toute son équipe en 2016 sur l'initiative de la métropole de Lyon. Progressivement, nos partenaires se sont réunis autour de nous et puis aujourd'hui, on peut être fier du travail accompli. Merci. Donc, voilà, vous avez vraiment une petite minute. Si vous voulez voir plus de témoignages, il y a une chaîne YouTube, vous tapez HH Lyon, vous allez avoir plein de vidéos de toutes les éditions. Voilà, moi j'ai à peu près terminé sur mon propos. Ce que je voulais juste, si on peut passer juste la dernière slide. Alors, j'ai commencé en disant il faut qu'on arrive à identifier des défis. Je sais que c'est une tâche qui n'est pas simple, et pour le coup, Platine, enfin en tout cas les organisateurs, les hospices sont mobilisés
pour contribuer à identifier des défis. Les défis, ce sont comme je le dis, des irritants. Alors, on est un peu dans une phase où il y a le vent des globes, donc je me suis permis de mettre une petite image d'un défi. Alors, c'est malheureusement pas le défi français, c'est le défi italien. Mais j'aime bien l'image aussi du bateau parce qu'on est tous embarqués dans un même bateau. Alors là, on ne vous demande pas de faire le tour du monde, mais au moins le tour de votre question pendant un week-end et de créer quelque chose, de réaliser quelque chose. Comme je l'ai dit, les défis sont des choses qui demandent un petit peu de travail. Donc ça, c'est notre mission pendant les quelques semaines qui arrivent. Et puis après, c'est une façon aussi de le diffuser, de le proposer. Alors, je ne vais pas donner tous les détails pratiques, mais le défi sera disponible bien avant le hackathon sur un site internet, enfin le site internet du hackathon. Et puis après, il sera pitché le vendredi soir devant tout le monde pour pouvoir constituer l'équipe. Voilà, en 2 mots. Et puis, mais ça, je vais laisser la main à Peggy et à l'équipe pour vous dire que potentiellement, on pourra peut-être faire une séance. C'est pas potentiellement, on fera une séance de travail pour ceux qui auraient des défis en décembre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gérald. Donc effectivement, on organise une session de travail avec les porteurs de projets qui se sont manifestés d'ici là, le 13 décembre, sur notre site de Gerland, donc bâtiment graphite, et ce sera entre 17h et 18h. Et donc l'idée, c'est pour toutes les personnes qui auraient des sujets potentiellement à proposer dans le cadre des 4 thématiques qu'on a évoquées là au démarrage du webinaire, de venir discuter. Donc il y aura Gérald, il y aura l'équipe de Platine. Donc c'est vraiment axé sur la thématique soins non programmés, et on pourra voir ensemble comment vous accompagner pour préparer votre défi à proposer mi-février. Voilà, donc avant qu'on passe sur le témoignage du professeur Gilbert, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Sinon, on enchaîne et on fera la session de questions-réponses à la toute fin. Donc, a priori, pas de questions. Écoutez, Thomas Gilbert, si vous souhaitez prendre la parole, c'est à vous pour nous parler de votre projet Hospital at Home. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de l'expérience du hackathon et puis d'avoir choisi ce défi-là, parce que c'est vrai que sur le dernier hackathon, il me semble qu'il y avait 13 projets et il y avait vraiment des projets vraiment excellents, dont beaucoup peut-être collaient plus au cadre avec de développement d'applications mobiles ou de choses un petit peu développées qui pourraient ensuite faire appel à des startups. En réalité, moi, j'avais rebondi suite à une précédente présentation de Monsieur Contet l'année dernière en me disant, parce que j'avais une idée qui me trottait dans la tête et je me disais, mais ça se fera jamais, c'est impossible, parce que en fait, ça me paraissait insurmontable. Et l'idée de présenter ce défi au hackathon, finalement, ça a permis vraiment une accélération pour concrétiser le projet. Donc, le projet, c'était de se dire que on a beaucoup de personnes âgées qui arrivent aux urgences régulièrement ou qui ont besoin d'hôpital, d'une hospitalisation aiguë, que les hôpitaux sont saturés et que souvent on pourrait peut-être faire en sorte que certains d'entre eux puissent être hospitalisés à domicile. Donc j'avais bien sûr notamment contacté des représentants des services d'hospitalisation à domicile, soins et santé notamment, qui avaient participé avec nous à ce défi, puisqu'il s'agissait de remplir finalement une case manquante entre l'HAD tel qu'on la connaît en France actuellement, qui fait essentiellement, donc ce sont des patients souvent très complexes, qui peuvent être gérés à domicile, mais qui fait essentiellement du relais d'hospitalisation pour des personnes stabilisées, et l'hospitalisation conventionnelle, bien sûr, soit par les urgences, soit non, mais en court séjour gériatrique, par exemple, pour des personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Et l'idée était de voir si on pouvait organiser donc un parcours innovant qui réunirait qui serait l'interface entre la ville et l'hôpital, avec justement qui réunirait ces différents acteurs dans un fonctionnement qui pourrait permettre justement, suite à un appel par exemple d'un médecin traitant
sollicitant une hospitalisation, de pouvoir directement l'évaluer à la maison, le prendre en soin à l'hôpital, y compris pour des traitements intraveineux, de l'oxygène, etc., et que l'hôpital ne soit que utilisé comme recours pour l'accès au plateau technique, par exemple. Voilà, donc c'était vraiment le défi initial. Et ce hackathon a permis de réunir une équipe avec des personnes d'horizons très variés que j'aurais jamais obtenues autrement. Notamment, donc il y avait des personnes de l'HAD, mais il y avait aussi des personnes qui sont spécialisées dans le design d'expérience et qui nous ont permis de nous aider énormément pour réaliser un parcours un peu virtuel de comment cela pourrait fonctionner. Et l'objectif à l'issue de ce week-end, c'était de créer une première note d'amorçage pour voir un peu les différents éléments à débloquer pour mettre en œuvre ce fonctionnement. Donc ça a été vraiment une expérience très riche et qui nous permet en fait finalement de voir un peu se concrétiser le projet. Puisque grâce à cet élément, non seulement il y a eu de la visibilité au niveau des HCL, au niveau de la métropole, puisqu'on a eu la chance d'avoir le prix de la métropole, et qui nous permet, voilà, et donc on sera suivi sur la suite des événements. Et nous sommes actuellement en train de travailler en collaboration avec la direction de l'innovation à aller plus loin pour vraiment définir les contours d'une expérimentation locale dans le territoire de la métropole. Donc ça continue d'avancer. Le hackathon, par contre, a été vraiment un élément déterminant pour catalyser vraiment ce projet. On a l'habitude de dire que des projets, ça met plusieurs années. En réalité, c'est souvent vrai dans le fonctionnement qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, on se voit, on fait une réunion, et puis on se programme une nouvelle réunion quelques mois, quelques semaines après, et puis souvent on repart un petit peu en arrière, on se rappelle plus ce qui a été dit à la précédente réunion, etc. Et en fait, finalement, il y a un peu d'inertie. Et c'est vraiment une des grandes forces de ce hackathon, c'est d'avoir cette concentration du temps et tout le monde qui est déterminé à mettre toute son énergie pour, euh, pour accélérer vraiment cette innovation. Donc, c'est absolument pas abstrait ce que dit Monsieur Contet. Moi, je fais partie des convaincus du dispositif hackathon. Donc voilà, j'avais prévu de faire court. Alors, j'ai vu que c'était écrit 15 minutes en fait finalement sur le planning, mais je pense que c'est aussi pour libérer aussi les échanges. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je rentre plus en détail sur le concret. Voilà, je vous ai mis quelques photos un petit peu. Vous avez vu, on a mis des post-it dans tous les murs, on a collé des choses partout. Et vraiment une équipe pluridisciplinaire avec des infirmières, des gens qui ont travaillé à l'interface ville-hôpital, des designers d'expérience. Voilà, donc il y en avait Emmanuel Bovier, qui est médecin de l'HAD. On avait une envoyée spéciale, Géraldine, qui travaillait sur un dispositif de télésuivi. Donc là, on n'en était pas à l'étape de mettre en place des outils numériques pour la surveillance des patients, mais ça sera bien sûr dans les étapes ultérieures. On avait Thomas qui fait partie du Jérôme Topo Laura et qui est qui est aussi analyste de data. Laurie, qui est également épidémiologiste et qui nous a beaucoup aidé dans la revue de littérature. Donc, Erel et Laetitia, qui étaient toutes les deux designers d'expérience, qui nous ont beaucoup aidé à structurer nos parcours innovants. Lauriane, qui appartient aux HCL aussi, qui maintenant travaille plus spécifiquement, je crois, justement sur ces éléments d'innovation. Donc peut-être cette expérience aussi lui a mis le pied à l'étrier. Donc voilà, on avait une équipe resserrée et qui sera amenée à être élargie quand on voudra aller plus dans le concret. Mais voilà, ce projet existe grâce au hackathon, et donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été choisi pour en faire la promotion aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez que j'aille plus loin dans le détail. Si je peux vous parler des étapes ultérieures. Donc après ce premier hackathon et cet amorçage, donc, on a eu la chance d'avoir le prix de la métropole, comme je le disais.
on est actuellement en train justement de finaliser cette note de cadrage. J'ai une thésarde gériatre en cours qui est en train on est en train de réaliser une revue de littérature internationale sur ce qu'est l'hospital at home, puisqu'il y a d'autres expériences à l'étranger qui sont très probantes, notamment au Royaume-Uni ou en Écosse. Donc, on est en train de réaliser une scoping review, c'est-à-dire comment ça fonctionne, qui est responsable du patient, comment se fait la surveillance des personnes, comment se fait le recours en cas d'urgence, etc. Et puis, on a eu aussi la chance d'avoir une stagiaire en provenance du Canada qui maintenant travaille en permanence aussi, donc en lien avec la direction de l'innovation, et qui nous avait aidé à faire un benchmark de fonctionnement de l'HAD en France pour voir s'il y avait des différences, une hétérogénéité du fonctionnement des HAD en France telles qu'elles sont prévues actuellement. Et si ce type de dispositif ou ce type d'offre était envisagé ailleurs. A priori, pour l'instant, même s'il y a beaucoup d'HAD qui sont rattachés à des hôpitaux, personne n'a réussi à mettre en place quelque chose qui ne soit pas en silo et en parallèle, avec vraiment ce fonctionnement synergique entre des services de soutien à domicile et de l'hospitalisation aiguë hospitalière. Donc, affaire à suivre. On continue en tout cas de tracer notre route sur ce projet et je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont aidés à l'occasion de ce hackathon de 2023. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une belle incarnation du type de projet qui peuvent ressortir d'un événement d'idéation comme le hackathon. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Ce que je peux vous dire en complément, Avril vous a mis dans le chat différents liens. Donc, il y a un premier lien qui est pour vous inscrire, pour vous proposer des projets ou alors des problèmes sur lesquels vous souhaiteriez qu'il y ait une réflexion en mode intelligence collective à proposer. Donc, vous avez un lien à renseigner. Il y a aussi le lien vers le site de l'organisation du hackathon pour avoir un maximum d'infos et retrouver les infos qu'on a pu vous présenter. Et puis, un dernier lien pour vous inscrire à la réunion au HH Café du 13 décembre, donc qui se tiendra de 17h à 18h. C'est pas écrit sur la diapo, mais voilà, c'est l'horaire qui est confirmé. Donc, dans le quartier de Gerland. Et voilà, pour vous inscrire et venir discuter avec nous du projet ou de la problématique sur laquelle vous souhaiteriez discuter. Alors, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Malheureusement, il n'y a que les présentateurs qui ont la parole dans ce webinaire. Donc, est-ce que vous pourriez poser la question par le chat? Peut-être préciser, je me permets, Peggy, que le 13, ça sera aussi un exercice dit de design thinking, mais vraiment de façon très légère pour vous aider en fait à formaliser votre défi, puisque le défi, ça se formalise avec une question qui commence toujours par comment. Voilà, donc c'est une façon aussi on a prévu un exercice pratique pour vous amener à formaliser cette question dans la mesure où vous êtes intéressé. Voilà, du coup, je vois pas la question est peut-être arrivée, ça y est. Oui. Et sinon, Sylvain, on vient de vous autoriser à activer votre micro si vous voulez discuter. Alors, la question, sinon, allez-y. Pour M. Gilbert, merci pour la présentation. Quand vous allez au hackathon, pour bien comprendre, vous arrivez avec une idée brute, non travaillée, c'est-à-dire j'ai une problématique, ou vous êtes venu au hackathon déjà en ayant contacté Soins et Santé, par exemple, dans votre cas, et vous aviez déjà discuté en amont, et puis après, du coup, il y a d'autres personnes, d'autres experts d'autres thématiques qui s'ajoutent au collectif pour faire avancer. C'est le niveau en fait de préparation pour participer au hackathon qui voilà, je m'interroge. Oui, alors en fait, à l'issue de la première réunion, en fait, la première question que je me posais, c'est, comme je connaissais pas bien le hackathon, c'était est-ce que cette question est adaptée, est-ce que ce défi peut faire partie d'un hackathon? Et en fait, on a été accompagné on a été accompagné pour préparer le défi et le pitch. Et en effet, pour ce type de projet qui implique plusieurs types d'acteurs, il me paraissait très important que des services, en particulier comme l'HAD, soient représentés. Donc, j'avais en effet appelé en amont les collègues de la HAD
pour leur demander s'ils seraient intéressés de participer à ce hackathon. Mais les autres membres de l'équipe sont des personnes qui se sont inscrites pour participer sans forcément avoir d'idées préconçues sur le défi sur lequel elles seraient impliquées. Donc il y a les deux façons d'entrer. En fait, soit on présente un défi et puis dans l'assemblée, ça va peut-être inspirer quelqu'un qui va vouloir se joindre à nous dans l'équipe. Et on peut aussi, effectivement, s'il y a des personnes qu'on pré-identifie comme pertinentes pour donner leur regard, leur proposer de s'inscrire. Mais en fait, c'est peut-être aussi une mauvaise compréhension à la base de ma part, puisque finalement, on n'est pas forcément incité à appeler à l'avance toute notre équipe. L'idée aussi, c'est justement de sortir de la boîte et de sortir de nos idées propres préconçues et en fait de voir apparaître finalement des expertises qu'on ne soupçonnait pas. Donc, je pense que voilà, je parle sous le contrôle de M. Contet, mais en gros, la réponse, ça sera oui et non. Une petite précision, c'est exactement ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme on dit, créer un petit noyau dur autour de votre problématique. Par contre, il faut que le noyau dur soit perméable à la capacité de venir, je dirais, agréger, façon de parler, le terme n'est pas très beau, d'autres compétences, puisque l'idée du hackathon, c'est vraiment l'ouverture, c'est la capacité de régénérer peut-être quelquefois des projets qui sont un petit peu qui ont du mal à décoller. Voilà. C'est aussi en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a quand même une présélection des projets et donc au fil des petites réunions qu'on a en amont du hackathon, on a quand même voilà, on doit quand même préparer le défi et puis réaliser un petit pitch écrit pour que les personnes en amont de l'inscription au hackathon aient déjà une idée des projets qui seront dedans et elles savent déjà des fois à l'avance quels sont a priori les projets qui les intéressent le plus. Voilà, en fait, donc il y a quand même une présélection des projets et on est vraiment accompagné, donc ça aide quand même à se sentir un peu plus à l'aise et plus légitime. Merci. Je crois qu'il y a eu d'autres questions qui ont été posées depuis avec des réponses qui sont sur le chat, avec une question concernant l'ouverture à tous sans prérequis de compétences, sachant que les équipes se forment le vendredi soir à la suite de la présentation des différents défis. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une compétence et d'être expert dans un domaine. Vous allez vraiment pouvoir contribuer à hauteur de ce que vous avez envie de contribuer, donc suivant votre expérience professionnelle ou vos appétences et il y a aussi une équipe il y a aussi une équipe de coachs, c'est-à-dire qui font le tour. Et puis, notamment, ce que j'avais trouvé super et qui m'avait aidé aussi, c'est qu'il y a aussi des représentants des usagers qui peuvent faire le tour des différents sujets et donner aussi leur regard. Et ça peut tout à fait être utile. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? A priori, non. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. On va juste en profiter pour vous donner la date du prochain webinaire. Donc, on n'aura pas de webinaire en décembre comme tous les mois. Le prochain, ce sera le 17 janvier, également ouvert à tous, avec l'idée de faire un focus sur nos plateformes d'innovation. Donc là, on vous les a présentées très rapidement avec Clément. Et là, c'est plus de rentrer dans le détail et notamment dans la typologie des différents projets que peuvent porter les différentes plateformes, l'implication des professionnels de santé, que ce soit les professionnels de l'hôpital ou côté ville, et la typologie des expérimentations ou des projets en co-développement qu'on peut porter au travers de ces plateformes. Donc, ce sera le 17 janvier de 13h à 14h. Voilà, et en attendant, on vous attend nombreux le 13 décembre pour le hackathon, enfin pour la préparation du hackathon, donc le HH Café, et encore plus nombreux pour le week-end du 14 au 16 février prochain. Merci à tous, à bientôt. Merci. À bientôt.